Madame la garde des Sceaux, pour cette première série de questions, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À Monsieur le Président Abad qui m'interrogeait sur, appelons ça le tracking pour le moment ou le tracing pour reprendre l'expression de Patrick Mignola, vous m'interrogez sur plusieurs points. Vous avez notamment utilisé l'expression les mesures prises permettront-elles de ou respecteront-elles? Je voudrais simplement vous dire, Monsieur le Président, qu'au moment où nous parlons, nous sommes très en amont de toute mesure prise. Il n'y a aucune mesure qui a été prise. Il y a, je crois, des laboratoires de recherche qui, au niveau français, autour de l'INRIA, et au niveau européen, travaillent ensemble sur différentes hypothèses, mais il n'y a aucune mesure qui a été prise, ni aucune décision qui a été adoptée. Vous m'interrogez sur deux autres points. Vous me dites, oui, vous m'avez questionné sur la nécessité d'un débat au Parlement. Il y aura un débat au Parlement, nécessairement. C'est un sujet qui est trop important pour qu'il se fasse sans débat. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura forcément association des élus de la nation autour de cette question-là. En revanche, lorsque vous m'interrogez sur le point de savoir si le portage se fera par l'État ou par des opérateurs privés, quelle sera la masse critique, je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ces points-là, Monsieur le Président, parce que, je le répète devant vous, nous sommes vraiment très en amont de solutions qui auraient été adoptées, et donc il n'est pas possible pour moi de répondre à ces questions. Je peux en revanche répondre sur l'exclusion du caractère obligatoire. Je crois que cela contreviendrait au principe que j'ai énoncé tout à l'heure, et donc on ne peut pas dans le même moment, dans la même parole, dire une chose et son contraire. À Monsieur le Président Mignola, vous m'avez posé deux questions rappelant les principes qu'on avait énoncés, c'est-à-dire anonymat, volontariat, portage européen. Vous m'interrogez sur le point de savoir quel est le rôle du ministère de la Justice. Eh bien, je suis évidemment associée à ces réflexions pour ce qui m'appartient, c'est-à-dire pour le respect des libertés publiques et individuelles, avec les organismes qui sont habilités pour émettre des avis sur ce sujet. Je pense notamment à la CNIL. Vous m'interrogez également sur le choix du système décentralisé ou centralisé. Là encore, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Ce sont des questions que nous nous sommes posées sur d'autres projets européens. Je pense notamment au projet ECRIS-TCN sur l'interconnexion des casiers judiciaires au niveau européen. Donc il y a des réponses qui ont été apportées à ce moment-là, mais sur des objets très précis. Là, il ne m'est pas possible encore de dire quelles pourraient être les options retenues. Madame la députée Intermayer, sur un autre sujet, vous partez des stocks et des délais d'attente dans nos juridictions pour poser 4 questions radicalement différentes et qui chacune supposerait au moins 5 minutes d'explication. Je vais essayer d'être plus brève. Vous m'interrogez sur le report des réformes liées à la loi pour la justice. Je réponds favorablement sur un certain nombre d'entre elles. Je pense notamment au report de l'ordonnance des mineurs qui découle de la LPJ et qui aurait dû entrer en application au 1er octobre 2020. Ce ne sera pas possible, il faudra en reporter l'échéance. Et nous envisageons également de reporter les échéances liées au divorce, puisque nous modifions le divorce. Cela devait entrer en vigueur au 1er septembre prochain. Ça va faire une charge trop lourde et pour les avocats et pour les personnels de justice. Nous allons en demander le report au Parlement, comme d'ailleurs pour l'ordonnance de 45, et je pense que nous essaierons d'envisager l'ensemble des questions qui devront être reportées de quelques mois, mais c'est dans la main du Parlement, c'est dans votre main, puisque tout cela a été établi dans une loi, et donc il faudra qu'une autre loi en reporte les échéances. Vous m'interrogez sur la situation des avocats.
Et vous dites que rien n'a été fait du point de vue économique pour cette profession. Je m'inscris en faux par rapport, si je vous ai bien compris, mais peut-être est-ce que je retraduis mal votre pensée, Madame Untermeyer. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous avons été d'une très grande attention par rapport à la situation économique des avocats. Et avec Madame Pénicaud et Monsieur Bruno Le Maire, nous avons fait en sorte, je dis les choses simplement, d'une part, que les avocats puissent accéder au fonds de soutien qui est mis en place, d'autre part, que les salariés puissent bénéficier du chômage partiel, enfin, que les collaborateurs d'avocats puissent être pris en compte dans l'ensemble de ces mécanismes. Évidemment, ils peuvent également bénéficier du report des échéances d'URSSAF, ils peuvent avoir accès, comme les autres professions libérales, au report des loyers et des factures d'eau, de gaz, etc. J'ajoute que les professions libérales et donc les avocats non salariés sont éligibles aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Donc je ne développe pas l'ensemble de ces points parce que ce serait trop long, mais nous avons vraiment travaillé pour faire en sorte que les avocats, leurs salariés, leurs collaborateurs puissent bénéficier des dispositifs économiques mis en place, et cela est désormais acté. Je travaille également pour essayer de faciliter le travail à distance. Nous avons pris quelques mesures, mais il y a sûrement des progrès à faire également de ce point de vue-là. Et je travaille aussi pour assurer que dans les palais de justice, leur sécurité sanitaire puisse être réellement assurée. Vous m'interrogez sur la question des enfants. Peut-être aurai-je l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je veux simplement dire que dans les textes, dans les ordonnances que nous avons prises, j'ai veillé à ce que toutes les situations urgentes dans lesquelles peuvent se trouver les enfants, qu'il s'agisse du pénal, mais également de l'assistance éducative. Les enfants en danger sont pris en charge par les juridictions. Pour des éléments plus précis, peut-être y reviendrai-je ultérieurement s'il y a de nouvelles questions sur les enfants. Enfin, à Madame Sophie Oconi, vous évoquez la double peine pour la détention provisoire. Il n'y aura pas de double peine, Madame la députée, puisque, bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une part, la demande de mise en liberté peut toujours être formulée par une personne qui est en détention provisoire. D'autre part, il y a de moins en moins de détention provisoire. Enfin, j'ai demandé, je vous l'ai dit tout à l'heure, au procureur dans leur réquisition, de ne demander la mise en détention que pour les personnes véritablement dangereuses. Et évidemment, dès lors que la fin de l'état d'urgence sanitaire sera actée, nous prendrons toutes les dispositions pour que les dossiers soient traités dans le temps voulu. Vous m'interrogez sur le recrutement d'assistants de justice. C'est une décision que nous allons travailler dans les jours à venir avec l'ensemble des juridictions. Je suis parfaitement consciente de deux points. D'abord, qu'il est un peu tôt pour parler de sortie du confinement. Nous sommes complètement dans le confinement, dans la mise en place des mesures que nous avons adoptées pour que les juridictions fonctionnent pendant cette période intermédiaire. Néanmoins, je commence à me préoccuper de la sortie de ce confinement, et bien sûr, nous savons très bien qu'il faudra donner un appui aux juridictions. Il faudra d'abord sans doute définir une politique pénale adaptée pour résorber les stocks, car les choses ne se feront pas de manière magique, donc il faudra définir une politique pénale adaptée, et il faudra sûrement un appui en termes de vacataires et de personnel qui viendront épauler les juridictions. Enfin, sur les masques, puisque c'était une autre question dans votre question, c'est un sujet capital. Sachez qu'au moment où je vous parle, 260 000 masques ont été donnés à l'administration pénitentiaire et à la protection judiciaire de la jeunesse, de sorte que si dans un premier temps, seuls les surveillants pénitentiaires qui étaient au contact avec des détenus qui étaient suspects d'être porteurs du Covid-19, aujourd'hui, tous les personnels surveillants, tous, qui sont en contact direct avec les personnes détenues, tous sont dotés de masques et donc de protection sanitaire. Et je le fais, et je suis certaine de pouvoir le faire dans la durée, puisque les stocks de masques dont je dispose d'une part et ceux que nous produisons
d'autre part, nous permettent de couvrir dans la durée l'ensemble des surveillants pénitentiaires et même d'aller au-delà. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur la PJJ et sur les tribunaux. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à